Et nous sommes en direct. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au live meeting de Verso Énergie, l'acteur clé de la transition énergétique qui est en levée de fonds en ce moment sur lita.co. Donc, c'est un événement organisé par Lita, la plateforme d'investissement responsable. Donc, bienvenue à toutes et tous. N'hésitez pas à interagir, à réagir dans le chat en bas à droite voilà, pour nous dire bonjour, nous dire d'où vous vous connectez. Le temps que tout le monde se connecte, je rappelle, ou peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ITA, c'est l'acteur de financement de l'impact, qui finance, des entreprises des secteurs industriels, de la relocalisation, de l'immobilier, mais aussi de la transition énergétique avec, des entreprises qui œuvrent dans les énergies renouvelables. Donc ce sont plus de 200 entreprises financées, à date, grâce aux citoyens via l'ITA et aujourd'hui, on a une communauté de 250 000, inscrits à ce jour, donc c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Émilie Brosseau. J'accompagne Verso Énergie dans sa levée de fonds en cours sur l'ITA. Et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Antoine Huard, donc directeur général et cofondateur de Verso Énergie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Nous sommes également avec Mathieu Béard, qui fait partie également de la direction de Verso Énergie. Merci beaucoup. Verso Énergie est en levée de fonds donc sur l'ITA depuis quelques semaines dans le cadre d'une émission obligataire de 5 millions d'euros. Donc c'est proposé à hauteur de 8 par an pendant 4 ans dans notre offre énergie renouvelable. Vous avez dû le voir, c'est en cours de collecte depuis quelques semaines. On vient de passer un premier palier d'1 million d'euros pour une première tranche à 2,5 millions. Donc voilà, l'entreprise met le cap désormais sur ce prochain palier dans les prochaines semaines. Donc pour vous rappeler le déroulé du live, il va durer une petite heure. En introduction, je vais laisser le micro ensuite à l'équipe dirigeante de Verso Énergie pour présenter l'entreprise, les raisons de la levée de fonds. On pourra aussi, en second temps, répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez interagir dans le chat, mais vous pouvez aussi, et je vous invite d'ailleurs vivement à poser vos questions dans l'onglet questions qui est dédié en bas à droite de votre écran pour être sûr qu'on puisse les traiter dans la seconde partie du live. J'espère que tout le monde nous entend bien, que votre connexion est OK et la nôtre aussi. N'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des problèmes techniques de son ou d'image pendant le live. Et puis, nous allons pouvoir commencer. Je vous passe la main, Antoine et Mathieu. Très bien, merci beaucoup Émilie et bonjour à tous. Donc on est très heureux de pouvoir échanger avec vous sur Verso Énergie, une entreprise qu'on a cofondée il y a à peu près 5 ans et qui a pour ambition de travailler à la décarbonation de notre mix énergétique et au développement de projets industriels qui contribuent à cette décarbonation, mais avec une cible qui est la décarbonation de ce que beaucoup de gens jugent très difficile à décarboner. Et on y reviendra par la suite, mais l'industrie notamment, c'est un objet difficile à décarboner, mais on peut le faire avec aujourd'hui les capacités offertes par la production d'électricité renouvelable et par les nouveaux procédés permettant notamment de décarboner, par exemple, la production d'acier, la production de carburant pour l'aviation. C'est une ambition qui nous réunit, sur laquelle on travaille déjà depuis 5 ans, comme je le disais, et avec déjà de beaux succès derrière nous, mais de beaux jalons qui nous attendent. Si je peux faire défiler les slides, je vais essayer. Ah, oui. Il y a de l'écho. Donc, peut-être en guise d'introduction pour vous dire qui nous sommes, avant de vous donner un peu plus de détails sur ce qu'on fait. Donc, comme je le disais, on s'attaque à la décarbonation de ce qui est difficile à décarboner. Et pour ça, on pense, et notre thèse depuis 5 ans, c'est que on pense qu'un modèle intégré, allant de la production d'électricité jusqu'à la production de molécules synthétiques, est le meilleur moyen de s'attaquer à la décarbonation d'usages qui ne peuvent pas être décarbonés simplement par de l'électricité. Donc, j'explique un peu ce que viennent faire les molécules là-dedans. Si vous prenez un véhicule,
et que vous voulez le décarboner, vous pouvez remplacer votre véhicule à essence par un véhicule électrique. Ça, c'est de la décarbonation par électrification directe. Mais un avion, vous pouvez mettre tous les panneaux solaires que vous voulez sur ses ailes, il a quand même besoin de la densité énergétique offerte par le carburant pour pouvoir décoller et transporter 200 ou 300 passagers à travers différents continents. Et donc, pour décarboner ce type d'usage, on a besoin de molécules. On a besoin de carburant ou de gaz qui apportent la densité énergétique requise, et on a besoin que ces nouveaux carburants, ces nouveaux gaz ne soient pas issus du fossile. C'est pareil pour la production d'acier. Vous pouvez mettre tous les panneaux solaires et toutes les éoliennes que vous voulez à côté d'un aciériste. Le fait est que pour faire de l'acier, il a besoin de pouvoir avoir le pouvoir réducteur pour agir sur la réduction du minerai de fer et produire de l'acier. Et ça, c'est les molécules qui peuvent le fournir. Aujourd'hui, la plupart des sidérurgistes utilisent du charbon. Nous, ce qu'on a comme projet, c'est de remplacer ce charbon par de l'hydrogène. Pour ça, il faut beaucoup d'électricité. Et cette électricité est utilisée pour produire ces molécules par un procédé qui est très simple, très connu, très nature, qui est l'électrolyse. En gros, vous prenez de l'électricité, vous prenez de l'eau et vous fabriquez de l'hydrogène. Vous avez probablement tous eu l'occasion de faire ça dans des expériences en 5e ou en 4e en physique-chimie. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement maîtrisé. J'insiste là-dessus parce que Verso Énergie, on n'est pas une entreprise qui développons des technologies. On est une entreprise qui avons vocation à produire de l'électricité et des molécules en utilisant des équipements produits par d'autres industriels qui vont nous vendre ces équipements, qui nous les vendent déjà, et qui, eux, ont des technologies très éprouvées, très matures et qui ont déjà beaucoup de track record historique. Pourquoi est-ce que le modèle intégré a son importance? C'est que l'électricité, et j'insiste là-dessus parce que c'est au cœur de notre proposition de valeur, l'électricité représente la majeure partie du coût de production de ces molécules synthétiques. Si vous prenez 1 kg d'hydrogène que vous produisez par électrolyse, eh ben, l'électricité représente à peu près les 3/4 du coût de production de cet hydrogène. Le reste, le quart restant, ben, c'est en gros l'équipement que vous avez acheté pour le produire. Donc, ce qui veut dire que si vous dépendez trop du monde extérieur pour acheter cette électricité, eh bien, votre hydrogène, vous n'en maîtrisez pas vraiment le coût de production, et donc c'est difficile d'aller convaincre des clients d'acheter cet hydrogène si vous n'êtes pas dans cette maîtrise de la chaîne de valeur. Ce qu'on fait chez Verso Énergie, c'est qu'on produit de l'électricité, et on en produit déjà beaucoup, j'y viendrai après, qui sert à produire notamment de l'hydrogène, et donc on est en capacité de pouvoir proposer à nos clients une visibilité sur le prix, et donc des conditions commerciales plus attractives et aussi une meilleure compétitivité de l'hydrogène produit, puisque comme nous maîtrisons la production d'électricité, on évite d'empiler des marges. On est aussi capable de faire des choses qui ne peuvent être faites que lorsqu'on est dans un modèle intégré. C'est par exemple le fait de pouvoir arbitrer entre les différents moyens de production selon les conditions de marché. Pour le dire de manière très simple, si les prix de l'électricité sur le marché sont très élevés, on peut avoir intérêt à éteindre provisoirement nos électrolyseurs et arrêter provisoirement de produire de l'hydrogène pour vendre notre électricité sur le marché. Et réciproquement, quand l'électricité ne coûte plus rien sur le marché, on n'a pas vraiment intérêt à vendre de l'électricité à ce moment-là. On a plutôt intérêt, en revanche, à produire beaucoup d'hydrogène pour bénéficier de ces conditions de prix. Ces arbitrages-là sont très créateurs de valeur, mais ne peuvent être faits que si vous êtes dans un modèle intégré. C'est la raison pour laquelle, chez Verso Énergie, on a vraiment, depuis 5 ans, mis en place les conditions de réussite de ce modèle intégré. Et ça passe notamment par évidemment, la capacité à développer des projets dans chacune des briques, des projets de production d'électricité, des projets de production d'hydrogène, des projets aussi de batteries, parce que les batteries aident à favoriser cette intégration. Mais également, ce qui réunit tout ça, c'est une capacité à optimiser ce qu'on appelle l'energy management, la gestion de ces différents actifs ensemble pour optimiser la combinaison de ces actifs entre eux afin d'être le plus compétitif possible et le plus performant possible. Là-dedans, les batteries jouent un rôle clé. Également, la flexibilité des électrolyseurs joue un rôle clé, puisque le fait de pouvoir les allumer et les éteindre en fonction de si on a de l'électricité ou pas, c'est un levier très fort de compétitivité et de création de valeur. Maintenant que j'ai un peu développé la raison pour laquelle nous avons un modèle intégré, je donne quelques chiffres sur où nous en sommes. On a aujourd'hui essentiellement une présence en France, même si on a également développé depuis 1 an une activité internationale en Finlande et aux États-Unis. Mais je vais me focaliser sur la France dans un premier temps, où vous avez ici une carte, on va dire, d'un échantillon de nos projets, où vous voyez les projets solaires
répartis sur le territoire, dont certains sont déjà en service. J'y viendrai plus tard sur des projets qu'on a déjà réalisés, construits. On est aujourd'hui producteur d'électricité depuis maintenant plus d'un an. Vous voyez également les projets industriels de production d'hydrogène ou d'un produit un peu élaboré à partir d'hydrogène qu'on appelle du carburant synthétique. Donc, quand c'est du carburant synthétique pour l'aviation, on appelle ça du ISAF, pour Electro Sustainable Aviation Fuel. Et quand c'est du carburant synthétique pour le maritime, on appelle ça du e-méthanol. En gros, c'est exactement comme des carburants fossiles classiques, sauf qu'au lieu d'être faits à partir de fossiles, ils sont faits à partir d'hydrogène produit par électricité renouvelable ou bas carbone, ce qui permet de décarboner ces moyens de transport de manière beaucoup plus rapide. Parce que si vous voulez décarboner un avion ou un bateau en le remplaçant par un nouvel avion qui utiliserait directement de l'hydrogène ou de l'électricité, ça peut prendre des décennies, voire des siècles, le temps de mettre au point ce type d'appareil. Là, nous, on peut mettre ce carburant directement dans les avions existants, ce qui permet de les décarboner tout de suite sans avoir à imaginer un nouvel avion, ce qui peut être très compliqué. 70 collaborateurs dans l'entreprise qui travaillent à la fois sur le développement des projets renouvelables, l'exploitation de nos projets de production d'électricité, le financement des projets. Je laisserai bien sûr Mathieu en dire un mot, puisque Mathieu est le directeur de financement et c'est lui qui pilote le financement de toute l'entreprise. Et puis, bien sûr, une partie de cette équipe travaille aussi sur les projets industriels que j'ai évoqués, sur des projets de stockage et sur l'energy management qui réunit tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a été en Finlande et aux États-Unis? C'est parce que pour la production de molécules, ce sont des pays particulièrement adaptés. En Finlande, parce que l'électricité y est très peu chère, et aux États-Unis, parce que le secteur y est très soutenu, parce qu'on a appelé l'IRA, l'Inflation Reduction Act, et même si évidemment le président Trump a remis en cause un certain nombre d'aspects de cette politique, la partie de soutien à la production d'hydrogène et de carburant synthétique n'a pas été remise en cause. Et donc, nous avons un projet en Géorgie qui se développe actuellement. Je poursuis pour laisser surtout de la place aux questions. Donc, en gros, sur cette diapositive, vous avez en résumé l'échelonnement dans le temps de notre stratégie, puisque nous avons déjà des projets renouvelables en service. Donc, c'est le premier bloc que vous voyez en bas à gauche. Nous allons mettre en service une première usine de production d'hydrogène pour un sidérurgiste. C'est ce que vous voyez au milieu, donc on est sur 2028-2029. Et puis, en 2030, mise en service d'usines encore plus importantes qui, elles, produiront du carburant synthétique, notamment pour l'aviation. Et le fait qu'on fasse les choses dans cet ordre-là, c'est tout simplement parce que c'est quand même plus facile de commencer par la production solaire, qui est un secteur sur lequel, évidemment, c'est déjà une industrie très mature. Mais c'est surtout que la production de carburant synthétique n'a de sens qu'à partir de 2030, où les compagnies aériennes auront une obligation réglementaire d'en acheter. Ça, c'est une obligation qui a été mise en œuvre par l'Union européenne. Il ne servira à rien de mettre en service aujourd'hui une usine de carburant synthétique pour l'aviation. Elle ne trouverait pas de clients aujourd'hui. Les clients veulent en acheter à partir de 2030. Nous avons des accords préalables signés avec un certain nombre de compagnies aériennes qui nous disent on veut bien vous acheter votre carburant, mais en 2030. Donc, nous, on se prépare pour que l'usine soit en service en 2030. L'équipe de management, Xavier Catucoli, qui est l'ancien fondateur du groupe Direct Energy, dont je suis sûr que la plupart d'entre vous ont entendu parler parce que c'est une entreprise qui est assez connue et qui a été le principal, je dirais, succès entrepreneurial français dans l'ouverture des marchés de l'électricité au cours des 20 dernières années. Et cette entreprise a été rachetée par le groupe Total en 2018, suite à quoi Xavier a quitté le groupe Total pour se lancer dans un nouveau projet entrepreneurial. Et on s'est associés ensemble en 2020-2021, fin 2020, début 2021, pour créer Verso Énergie. Moi-même, j'ai un parcours plutôt issu du monde du renouvelable, où j'étais avant ça directeur du développement d'un groupe indépendant qui s'appelle Général du Solaire, et où on a développé et construit des projets de centrales solaires en Europe, au Moyen-Orient, pendant 10 ans. Romain Verdier a rejoint l'entreprise il y a 2 ans et comme directeur général délégué, il pilote notamment cette partie energy management que j'évoquais et qui nécessite un savoir-faire très particulier. Et Romain a un très très grand track record dans ces sujets de marché de l'énergie,
de management de l'énergie, puisqu'il était en charge de cette fonction chez Direct Énergie pendant 15 ans, puis chez Total, où il est resté quelques années en tant que vice-président de toute l'activité Energy Management au niveau européen. Donc, vous voyez une direction avec des profils quand même assez complémentaires. Moi qui viens plutôt du monde du renouvelable, dans le développement des actifs, Xavier et Romain plutôt de la partie marché de l'électricité, et Mathieu également, puisque Mathieu, on peut le dire, tu es un ancien de Direct Énergie, où tu as travaillé aux côtés de Xavier et de Romain pendant longtemps. Donc une équipe de direction qui se connaît, qui a l'habitude de travailler ensemble et qui a déjà un track record avec quelques beaux succès entrepreneuriaux derrière eux. Je dis un mot sur l'actionnariat de l'entreprise également, puisque historiquement, lorsqu'on a créé Verso Énergie, eh bien, pendant 2 ans, Xavier et moi avons été les seuls actionnaires de l'entreprise, mais en 2023, nous avons fait une levée de fonds au cours de laquelle le fonds Eiffel Investment Group est rentré au capital de l'entreprise. Eiffel, c'est le principal fonds d'investissement dans la transition énergétique en France, avec 8 milliards d'euros sous gestion, et est également rentré dans le capital de Verso Énergie en 2023. La société d'investissement AMS Industrie, qui est en fait la société d'investissement d'un entrepreneur qui s'appelle Jean-Paul Bise et qui a été longtemps un des actionnaires de Direct Énergie, mais qui avant ça a eu plusieurs aventures entrepreneuriales à son actif. Ces 2 actionnaires, Eiffel et AMS, détiennent une part minoritaire dans Verso Énergie, à peu près 30% à eux deux. La majorité du capital est encore détenue par des fondateurs, ce qui donne à Verso Énergie une agilité, une capacité à décider rapidement, qui est une des clés aussi de notre développement. Je fais un dernier mot sur la production d'électricité renouvelable, parce que c'est finalement le cœur un peu de cette opération que nous proposons aujourd'hui. Le développement de projets renouvelables, c'est quelque chose qui est très ancré dans les territoires. C'est souvent une demande très forte de la part des riverains des projets, mais aussi des élus, des citoyens de manière générale, de pouvoir être associés au succès et aux retombées financières de ces projets. Alors, il y a évidemment des opérations de financement participatif au niveau des projets eux-mêmes, mais les gens sont souvent aussi demandeurs de pouvoir participer à des opérations de financement participatif au niveau de l'ensemble de l'entreprise, parce que c'est plus attractif, ça permet de s'exposer à l'ensemble des projets et pas uniquement à un projet en particulier, ce qui évidemment présente plus de risques d'être sur un projet, parce que si le projet ne se fait pas, évidemment, c'est dommageable, alors que là, une levée au niveau de l'ensemble de l'entreprise, ça correspond à une demande qu'on a perçue de la part des territoires sur lesquels tous nos projets solaires sont implantés. Le solaire est une énergie très décentralisée qui a besoin de cette adhésion des territoires pour pouvoir se mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle on a imaginé cette opération. On est quand même des entrepreneurs qui avons quelques convictions. Et parmi ces convictions, l'idée que la transition énergétique, elle ne se fera pas sans une capacité à associer les territoires et les citoyens à ce mouvement, qui est quand même un mouvement assez majeur. On peut même parler de révolution industrielle, comme celle qu'on a pu connaître dans les décennies précédentes sur l'arrivée de l'électricité, l'arrivée du pétrole ou l'arrivée d'Internet. Moi, je pense vraiment qu'on est dans cet ordre de grandeur. Alors, un mot simplement pour dire qu'on fait des centrales de production d'électricité solaire au sol. Nous ne faisons pas de toiture pour les hangars agricoles ou pour les particuliers. Nous sommes concentrés sur cette activité parce que c'est l'électricité la plus compétitive. Et cette électricité compétitive, on en a besoin pour faire de l'hydrogène et des molécules de synthèse. Je n'ai rien contre les toitures solaires, ça a beaucoup d'intérêt par ailleurs, mais les toitures solaires produisent de l'électricité plus chère, qui pour nous aurait un peu moins d'intérêt pour faire des molécules, ou comme je l'ai dit, les molécules produites comme l'hydrogène dépendent beaucoup du prix de l'électricité, donc on a besoin d'avoir des centrales de production d'électricité qui soient vraiment les plus compétitives possibles. On fait 4 types de projets dès lors, des projets solaires sur des terrains qu'on appelle anthropisés, donc des friches industrielles, des friches diverses et variées, des anciennes carrières, des anciennes gravières, des centrales flottantes. Souvent, les anciennes gravières sont, une fois en post-exploitation, finissent par être inondées par la remontée de la nappe, et donc on peut mettre des centrales solaires flottantes sur ces sites anthropisés. On fait aussi ce qu'on appelle du solaire agrivoltaïque, c'est-à-dire de faire coexister, dans une logique de bénéfice mutuel, de la production d'électricité renouvelable avec une activité agricole.
Je précise bien que ce sont des projets agrivoltaïques qui correspondent à la loi de 2023 qui encadre l'agrivoltaïsme et qui prescrit bien que les projets doivent être non seulement compatibles, mais apporter un bénéfice à l'activité agricole. Ce bénéfice, ça peut être par exemple d'améliorer le bien-être animal avec l'ombrage que ça apporte, ou la qualité du fourrage qui est meilleure lorsqu'on a une meilleure gestion de l'ensoleillement au-dessus des cultures. Ça peut être sur l'évapotranspiration des sols, ça peut être sur la gestion de l'ensoleillement qui, avec les conséquences du changement climatique, cet ensoleillement excessif peut être dommageable pour certaines cultures. L'agrivoltaïsme, dans un certain nombre de cas, et pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cultures, peut apporter un vrai bénéfice aux activités agricoles, et c'est ce type de projet que nous développons. Nous avons déjà un certain nombre de projets en service, vous les voyez sur cette carte. La plupart sont sur des friches anthropisées, et on a un premier projet agrivoltaïque pilote qui a été mis en service l'an dernier. Le reste de nos projets agrivoltaïques arrivent dans les mois et les années qui viennent. Mais vous voyez ici des centrales qui sont sur des anciennes décharges, des anciennes mines d'uranium. La centrale de Guignon, 23 MW, c'est notre plus grande centrale. C'est une centrale flottante qui est sur une ancienne gravière, et c'est à l'heure où je vous parle la deuxième plus grande centrale solaire flottante de France. Et nous l'avons mise en service en juillet dernier. Voilà, j'ai déjà trop parlé, mais c'était le timing qu'on m'avait accordé. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux également dire un mot ou si j'ai tout dit. Non, je pense que c'était assez complet. Simplement pour le financement, je précise, enfin, comme disait Antoine, on bénéficie donc, du soutien de nos actionnaires. À ce jour, on a levé 80 millions d'euros, donc c'est un soutien fort, engagé et sur le long terme. Et par ailleurs, on travaille bien évidemment de façon rapprochée avec un pool de banques. On travaille également avec l'Europe et la France dans le cadre de la sécurisation de subventions pour nous aider à développer nos projets. Et en termes de participatif, donc ce n'est pas la première fois qu'on a recours à ce type d'opération. On le fait également dans le cadre d'autres projets qu'on a mis en opération. Bien, merci à tous les deux. C'était très clair. On a quelques questions déjà posées. En effet, juste pour rappeler, les obligations du coup qui sont proposées sur l'ITA, elles sont émises directement par Verso Énergie. Donc, c'est directement du financement corporate à hauteur de 5 millions d'euros, donc qui seront découpés en 2 tranches de 2,5 millions d'euros. Donc là, sur la première tranche, on est déjà à plus d'1 million d'euros collectés. Donc voilà, on est sur une très bonne dynamique pour boucler cette première tranche et ouvrir une seconde dans les prochains mois. Je le rappelle aussi, cette émission obligataire va permettre du coup d'accélérer le développement du portefeuille de projets d'énergie renouvelable de Verso Énergie, comme nous l'a présenté Antoine, et permettre notamment de financer une partie du coût de développement et d'acquisition de ces projets, notamment solaires. Donc voilà, je sais qu'il y avait plusieurs questions là-dessus, donc c'est important de préciser. Merci en tout cas pour cette présentation. Donc, on va commencer à traiter les questions. N'hésitez pas, ceux qui participent, à voter pour les questions que vous voulez qu'on traite en priorité. Vous pouvez cliquer sur la question, sur la petite flèche à gauche, dans l'onglet qui est dédié. Puis Antoine et Mathieu, vous verrez au fil de l'eau, les questions s'afficheront sur notre écran. Donc, on a une première question de Bernard. Merci Bernard d'ailleurs pour vos questions. J'ai vu que vous en aviez plusieurs. Donc, Verso est-il intégrateur ou mène-t-il de la recherche-développement? Si oui, combien? Pour développer des technologies. Alors, très, très clair. Donc, Verso Énergie, on ne développe pas nous-mêmes de technologies, de procédés technologiques. Nous achetons des panneaux solaires à des fabricants de panneaux solaires qui font des activités de R&D pour évidemment développer leurs panneaux solaires. Nous achetons des batteries à des fabricants de batteries. Nous achetons des électrolyseurs à des fabricants d'électrolyseurs et nous intégrons et nous exploitons surtout ces équipements pour produire de l'électricité et de l'hydrogène et puis des molécules dérivées de l'hydrogène. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'activités quand même innovantes, parce qu'il y a une part d'innovation dans ce qu'on développe sur l'energy management. Nous avons une équipe dédiée à l'energy management qui a mis au point des algorithmes de pilotage pour savoir quand exactement, donc c'est le processus de pilotage et de décision, quand décider d'allumer l'électrolyseur, quand décider de stocker ou de décharger une batterie, en fonction des profils de demande des clients, des prix de l'électricité sur les marchés, de la prévision météo qu'on peut avoir pour l'heure qui suit ou pour le lendemain.
de la prévision qu'on peut avoir des prix de marché, l'heure qui suit ou le lendemain. Ça, c'est un savoir-faire qu'on détient en propre et qu'on a développé vraiment entièrement en propre. Cette équipe, elle comprend des profils extrêmement pointus, doctorants et autres, hein, je vous passe les détails, et a une activité qu'on pourrait qualifier vraiment, non pas de recherche fondamentale, mais quand même vraiment de développement et d'innovation. Elle est également, et du fait qu'on a ce savoir-faire qu'on a développé depuis 5 ans et qui est maintenant bien abouti, nous avons pu obtenir le statut de responsable de périmètre d'équilibre, d'agrégateur, qui nous permet de pouvoir vraiment vendre notre électricité sur les marchés. Là où la plupart des producteurs d'énergie solaire ou éolienne que vous connaissez, si vous avez fait d'autres investissements dans le secteur, ne sont pas responsables de périmètre d'équilibre. Ils ne vendent pas leur électricité eux-mêmes sur le marché. Ils font appel à des services d'un agrégateur pour le faire. Nous sommes nous-mêmes notre propre agrégateur et notre propre responsable de périmètre d'équilibre. C'est un savoir-faire que nous avons développé en propre parce qu'on considère que c'est tellement stratégique dans notre activité de pouvoir faire ces arbitrages pour améliorer le prix de production, le coût de production des molécules d'hydrogène et des molécules synthétiques, que nous devons détenir ce savoir-faire en propre et ne pas dépendre d'un agrégateur tiers. Donc, c'est l'activité de développement innovant qu'on fait. Pour le reste, nous développons des projets. Donc, notre activité consiste à trouver des clients qui veulent bien nous acheter de l'hydrogène, à trouver ensuite du foncier et à obtenir des permis de construire pour des usines qu'on va mettre à côté de ses clients et de pouvoir ensuite financer ces usines pour vendre l'hydrogène à ses clients. Ça, c'est pour la partie hydrogène. Et pour la partie solaire, il faut trouver des endroits dans le réseau électrique où on peut injecter l'électricité solaire sur le réseau, trouver des terrains et obtenir des permis pour mettre les centrales solaires. Donc, quelque chose d'assez classique. Et ensuite, il y a une activité d'exploitation de ces actifs qui est un vrai savoir-faire à part entière aussi, arriver à maintenir des actifs pour les faire performer au mieux de leur capacité. Merci beaucoup Antoine. Bernard, n'hésitez pas à nous dire si c'est assez clair pour vous. Il y a une question justement au sujet de la production d'hydrogène de Anne qui demandait si la production d'hydrogène par électrolyse du coup est une technologie bien maîtrisée depuis longtemps, mais qu'en est-il du coût? Il faut de l'électricité de très bon marché. Tout à fait. L'électrolyse est une technologie maîtrisée depuis longtemps. Il y a deux dimensions dans votre question. La question du coût d'achat de ces électrolyseurs et la question du coût de production d'hydrogène à partir d'électricité. Donc, sur le coût d'achat des électrolyseurs, eh bien, nous devons nous assurer de travailler avec des fournisseurs qui soient les plus compétitifs possibles. Et le prix des électrolyseurs a quand même fortement baissé au cours des dernières années avec le développement industriel de ce secteur. Et de toute façon, le coût des électrolyseurs ne représente qu'environ un quart du prix de production d'hydrogène. Les 3/4, c'est le prix de l'électricité. Donc, vous avez tout à fait raison, il faut de l'électricité, très bon marché. Mais tout ça est à mettre au regard des attentes des clients sur le prix de l'hydrogène. Nous, on a un client avec qui on a signé un contrat pour vendre de l'hydrogène. C'est un sidérurgiste allemand. On produit de l'hydrogène en France et on lui vend de l'hydrogène. Il est situé juste à proximité de la frontière franco-allemande. Et il nous achète cet hydrogène en étant satisfait du prix qu'on lui a proposé et qui repose sur le prix de l'électricité qu'on est vraiment capable de produire. Donc, quelque chose qui n'est pas de la science-fiction. Si vous laissez les prix, en plus, en ce moment, les prix de l'électricité sont assez bas. Sur les marchés, on est au-dessous. Sur l'année 2025, on était en dessous de 50 € le mégawattheure sur les marchés. Nous, bien sûr, on doit faire pour ce client sidérurgiste allemand, il veut de l'électricité renouvelable, il veut de l'hydrogène renouvelable. Donc, on ne doit pas se contenter d'acheter l'électricité sur les marchés, on doit utiliser nos actifs renouvelables pour produire cet hydrogène, mais avec de l'électricité entre 60 et 70 € le mégawattheure, nous produisons de l'hydrogène à un prix qui a répondu aux attentes de ce client et puis d'autres clients également. Pourquoi? Parce que ce client, il fait de l'acier qui va trouver lui-même preneur auprès de clients qui sont intéressés d'acheter de l'acier décarboné. Ils sont prêts à payer leur acier décarboné un petit peu plus cher que l'acier fossile, l'acier gris. Et donc, on est en capacité de pouvoir vendre de l'hydrogène produit par électrolyse à ce client, alors même que ça lui revient plus cher de produire de l'acier avec cet hydrogène-là que de produire de l'acier avec du charbon. Donc, tout ça fonctionne parce qu'on est intégré dans un marché cohérent dans lequel il y a une demande finale qui s'exprime sur un produit final, dans lequel finalement l'acier ne représente qu'une petite partie. Une voiture, c'est quand même plein de choses, c'est pas uniquement de l'acier. Et puis, au milieu de l'acier, l'hydrogène lui-même ne représente qu'une petite partie également. Donc, au final, on arrive comme ça à faire en sorte que ce surcoût lié au fait qu'on fait cet hydrogène avec de l'électricité renouvelable et que cet acier n'est pas produit avec du charbon, eh bien, ce surcoût soit parfaitement acceptable dans l'économie globale de la chaîne de valeur.
Merci pour vos réponses. On a d'autres questions, par exemple de Dimitri qui demandait pourquoi avoir débuté la production intégrée de biométhanol. Alors, il disait dans le chat qu'il s'était trompé, il voulait dire e-méthanol. Oui, pas de Tout à fait. souci. Pourquoi avoir débuté la production donc du e-méthanol dans une région moins exposée, entre parenthèses Hauts-de-France? De tels projets sont-ils envisageables à proximité de ports plus ensoleillés comme Marseille, par exemple? C'est une très bonne question. Pour y répondre, je me permets de revenir sur la carte de nos projets. Le choix d'implantation d'une usine de production de e-carburant, de carburant synthétique, que ce soit pour le e-méthanol comme Orchidée, effectivement, qui est dans les Hauts-de-France, ou le e-SAF pour un projet comme Désir, qui est en Normandie, n'est pas lié, en fait, à l'emplacement des sources de production d'électricité, parce qu'il y a le réseau électrique français qui nous permet d'acheminer cette électricité vers le site industriel. Donc, l'électricité qui sera utilisée pour le projet industriel dans les Hauts-de-France pourra provenir de toutes les centrales solaires que vous voyez sur cette carte. Elles n'ont pas besoin d'être en raccordement direct avec une centrale solaire ou éolienne qui serait située à côté de l'usine dans les Hauts-de-France. Le choix d'implantation de ces usines, il répond à d'autres contraintes. On a besoin d'être notamment à proximité d'une source de CO2 non fossile, ce qu'on appelle du CO2 biogénique, qui est un des composants clés de création, de fabrication de ce méthanol synthétique ou de ce kérosène synthétique. Si je résume un peu le procédé, nous utilisons de l'électricité et de l'eau pour faire de l'hydrogène. Cet hydrogène, pour faire du méthanol, si vos souvenirs de chimie sont trop lointains comme les miens, je vous le dis, c'est CH3OH, le nom de la molécule, donc vous avez des atomes de carbone. Ce carbone, il faut bien le trouver quelque part. On ne veut pas le prendre dans le sous-sol, puisque l'idée, c'est de ne pas utiliser du fossile. Donc, on doit le prendre dans l'atmosphère. On peut l'utiliser directement dans l'atmosphère par des procédés de capture de CO2 dans l'atmosphère, mais qui coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas viables aujourd'hui. Donc, on va utiliser tout simplement des procédés existants, par exemple une sucrerie ou une papeterie, utilisent de la biomasse pour leur activité et rejettent dans l'atmosphère du CO2 qui ne vient pas du fossile, mais qui vient de la biomasse. Eh bien, on se contente d'aller récupérer ce CO2 et on le combine avec l'hydrogène qu'on a produit pour fabriquer le méthanol ou le SAF. Et ça, l'électricité, ça se transporte très bien, mais alors le CO2, ça ne se transporte pas très bien. Donc, on préfère venir mettre nos usines à côté des gisements de CO2. Donc, typiquement, le projet Orchidée dans les Hauts-de-France, on est à côté d'une sucrerie du groupe Tereos avec qui on a un partenariat et qui nous fournit le CO2. Et puis, Désir, en Normandie, on est à côté d'une papeterie qui nous fournit le CO2. Et l'électricité, elle viendra de partout. Et notamment, on a des projets dans le sud, près de Marseille, pour pouvoir produire de l'électricité la plus compétitive, puisque l'électricité solaire, elle est bien sûr plus compétitive si elle est produite dans le sud de la France. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Merci pour vos questions. On a une question de Dimitri aussi qui demandait quels sont les impacts possibles de la concertation en cours justement sur la réalisation du projet Désir que vous évoquiez. Alors, sur ce projet comme sur les autres projets industriels, on est sur des projets d'une envergure telle qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle une obligation de concertation préalable de la Commission nationale du débat public, et ces concertations préalables ont déjà eu lieu. La concertation préalable du projet Désir a eu lieu entre janvier et mars 2025. Sur le projet Orchidée, elle a eu lieu entre octobre et décembre 2024. Je ne vais pas tous vous les faire, mais on a ces différents projets industriels qui ont fait leur concertation préalable. Ensuite, on entre donc les concertations préalables, c'est une réunion publique par semaine pendant 3 mois avec la presse, les riverains, les citoyens, les élus, tout le monde, au cours de laquelle on présente le projet, on répond aux questions. Ensuite, là, on est dans une période de concertation continue où il n'y a plus de réunion publique, mais où les gens peuvent toujours poser des questions sur le site web de concertation des projets et on peut y répondre. Ensuite, on déposera les permis de construire et dans la phase d'instruction des permis de construire, il y aura une enquête publique. Et là, c'est la fin. Une fois qu'il y a l'enquête publique, ça vient clore la phase de concertation avec le territoire. Donc, il y a un impact, bien sûr, de ces phases de concertation. Si les gens s'opposent au projet durant la phase de concertation, on peut prendre la décision de revoir à la baisse la taille du projet, on peut prendre la décision d'arrêter le projet. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Durant les phases de concertation, on a reçu plutôt un très fort soutien de la part des territoires sur ces projets industriels, parce que c'est des projets qui sont créateurs d'emplois et qui, en plus, viennent pérenniser l'activité des papeteries et des sucreries que j'évoquais tout à l'heure. Papeterie, sucrerie, c'est des domaines d'activité qui ne se portent pas forcément super bien en ce moment, hein, vous le savez. Mais nous, on vient leur acheter du CO2, donc on leur crée un revenu qui est comme de l'argent de poche parce qu'ils n'ont pas à faire d'investissement. C'est nous qui faisons l'investissement dans l'unité industrielle de production de carburant et on leur achète le CO2 qui aujourd'hui est rejeté dans l'atmosphère. Donc, il y a un énorme soutien sur les territoires autour de ces projets parce que les gens se disent, mais non seulement ce projet va créer de l'emploi dans une nouvelle usine, mais en plus, il nous garantit un peu que pendant toute la durée de vie de cette usine, eh bien, le papetier et le sucrier, ils auront des revenus d'une telle ampleur liés à l'achat du CO2
que ça les positionne, je dirais, dans la concurrence qu'ils ont avec d'autres sites papetiers ou d'autres sites sucriers ailleurs dans le monde. Si les groupes qui détiennent ces sites-là décident de fermer des sites pour des raisons d'économie, de coûts ou ce genre de choses, ces sites industriels qui réussissent à valoriser leur CO2 ne seront pas prioritaires dans la liste des sites à fermer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un fort soutien. Maintenant, nous sommes toujours très vigilants sur ces questions d'acceptabilité des projets dans les territoires. Le soutien n'est pas acquis définitivement, il faut le travailler et on travaille là-dessus. Et d'ailleurs, ces opérations de financement participatif font aussi partie de ce travail que nous faisons pour associer les territoires et les citoyens à nos projets. C'est très clair, merci beaucoup. Dimitri, n'hésitez pas à nous dire si c'est assez clair pour vous. J'ai vu que vous aviez aussi d'autres questions, Dimitri, donc on va pouvoir les traiter. J'ai juste vu qu'il y avait des questions spécifiquement sur des projets aussi pour savoir où est-ce que ça en est. Par exemple, le projet d'implantation sur Carling, l'hôpital, ou encore le projet d'installation d'usine à Tartas dans les Landes. Est-ce que vous Oui, je peux voulez en en dire dire? très rapide. Le projet de Carling, c'est ce fameux projet que j'évoquais tout à l'heure de production d'hydrogène pour un sidérurgiste allemand. Carling, c'est en Moselle, c'est tout près de la frontière franco-allemande. Et puis le sidérurgiste, c'est Saarstahl, qui est un sidérurgiste allemand très important, qui est situé de l'autre côté de la frontière, à peu près une vingtaine de kilomètres. Et le gestionnaire de réseau de gaz français, le GRT Gaz, qui s'appelle maintenant Natran, a développé va transformer une canalisation de gaz existante entre ces deux sites en canalisation hydrogène. Et donc, nous, quand on a vu ça il y a 4 ans, on a décidé d'implanter à Carling un projet de production d'hydrogène pour pouvoir alimenter le sidérurgiste allemand. Vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas mis en Allemagne? C'est compliqué de transporter de l'hydrogène. La réponse est qu'en France, on a accès à de l'électricité renouvelable et bas carbone plus compétitive qu'en Allemagne. Donc, il y a une logique, il y a une cohérence à installer la production d'hydrogène en France et à décarboner un industriel allemand qui n'a pas accès à cette électricité bas carbone ou renouvelable. Et donc, ce projet, pour répondre à la question directement, il avance très fort puisqu'on a signé le contrat avec le sidérurgie. Donc, c'est un contrat fermé engageant. Pendant 10 ans, il est engagé à nous acheter 6 000 tonnes par an d'hydrogène, ce qui est une quantité très importante. Ça représente, pour répondre à cette demande, on doit installer 70 MW d'électrolyseurs. Donc, ça fera de cet électrolyseur le 2e plus grand de France et probablement le 3e plus grand d'Europe lorsqu'il sera mis en service. Ça représente à peu près 130 millions d'euros d'investissement et ce projet est actuellement en cours de finalisation de son développement puisqu'on attend d'obtenir des permis de construire. Ça fait 2 ans que les permis sont en cours d'instruction et on espère les obtenir d'ici cet été. Ensuite, il y a une période de purge des recours s'il y a des recours éventuels et on espère donc pouvoir démarrer la construction à partir de début d'année 2027 pour une mise en service en octobre 2029. Donc, ce projet est sur des rails. Sur Tartas, donc Tartas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un projet que vous voyez donc en bas à gauche là, sur la carte, le petit jerrycan vert dans les Landes. C'est une usine de production de carburant synthétique située à côté d'une usine de papeterie qui, en fait, ne produit plus vraiment de papier, mais qui produit de la cellulose haute viscosité. Mais c'est la même chose, c'est le même procédé et ça émet le CO2 biogénique dont on a besoin, qui appartient à un groupe qui s'appelle Rayam. Et donc, ce projet avance très bien, puisque nous avons fini la concertation et nous avons été lauréats du guichet européen de l'Innovation Fund. Donc, Mathieu en a touché un mot très bref tout à l'heure. On a 2 de nos projets qui ont été soutenus par l'Innovation Fund au niveau européen, le projet Désir en Normandie et le projet Restart à Tartas, qui sont 2 usines identiques. J'ai oublié de le mentionner, mais il y a un point important pour nous, c'est que toutes nos usines de production de carburant de synthèse pour l'aviation sont en fait identiques. Comme ça, on paye l'étude d'ingénierie une seule fois et on fait 4 usines en France, plus 2 en Finlande et 1 aux États-Unis, donc 7 usines au total, en ayant payé l'étude d'ingénierie qu'une seule fois. Et c'est le groupe Technip, qui est un leader mondial de ces questions, qui nous accompagne là-dessus et avec qui nous travaillons sur la conception de ces usines. Eh bien, le projet Désir en Normandie, production de carburant de synthèse pour l'aviation, et le projet Restart à Tartas, également production de carburant de synthèse pour l'aviation, ont tous les 2 été lauréats de l'Innovation Fund. Donc, une bonne nouvelle que nous avons apprise il y a à peu près 3 mois sur l'édition 2025 de cette Innovation Fund. Et je me permets simplement de dire au passage que l'Innovation Fund, c'est très, très sélectif. Il n'y a eu que 3 projets en Europe de carburant de synthèse qui ont été lauréats, dont 2 de Verso Énergie et 1 au Danemark.
Et pourquoi? Alors qu'il y avait 300 projets candidats, hein. Mais parce que ces projets sont vraiment examinés sous toutes leurs coutures par une armée d'experts à Bruxelles. Et donc, ils ne choisissent que les projets qui leur paraissent les plus convaincants, les plus aboutis. Donc, on est content d'avoir été lauréat, pas seulement parce qu'il y a une petite subvention à la clé, qui est une subvention qu'on touchera une fois l'usine mise en service, pour rendre le carburant plus compétitif face aux concurrents chinois, etc. Mais on est surtout content parce que c'est un vrai gage qui atteste, qui témoigne et qui certifie de l'avancement et de la maturité de ces projets. Je vais juste rajouter une précision sur notre projet à Carlin. Il faut savoir que la décision de sidérurgiste allemand de passer à la production d'acier vert a nécessité un investissement de 4 milliards pour lui. Donc, c'est quand même très significatif. Donc, ils ont été subventionnés. Et ce qui me permet également, parce que je vois qu'il y a une question sur Arcelor, évidemment, on sera tout à fait prêt à fournir de l'hydrogène vert à Arcelor dès lors qu'ils prendront le virage. Maintenant, les investissements au niveau des sites industriels sont colossaux et effectivement, ça nécessite une mobilisation de toutes les instances nationales, voire européennes, pour que ces sites puissent produire de l'acier vert avec notre hydrogène. Très clair, merci beaucoup pour vos réponses. On va pouvoir passer à une partie plus impact, parce qu'on a du coup, des fervents, forcément, c'est un ADN assez fort dans notre communauté d'investisseurs aussi. Et donc, une question a été votée plusieurs fois, donc celle de Bernard qui demande quelles sont les démarches pour évaluer l'impact biodiversité des installations, aujourd'hui des panneaux solaires notamment, et quelles garanties pour les ressources, notamment pour les panneaux et les batteries. Très bonne question. Alors, vous le savez peut-être, les projets de centrales solaires, on pourrait dire la même chose des projets éoliens ou autres, sont des projets qui sont soumis à des procédures extrêmement encadrées. Donc, si vous voulez obtenir un permis de construire pour faire votre maison, vous déposez un dossier en mairie et 3 mois après, vous avez le permis. C'était ça pour les panneaux solaires en France avant 2010. Et depuis 2010, eh bien, c'est la préfecture qui instruit les permis pour les centrales solaires. Et donc, c'est un autre régime d'attribution de permis, soumis à études d'impact et enquête publique. Donc, si vous voulez faire une centrale solaire, vous devez d'abord faire une étude d'impact faune flore sur 4 saisons pour regarder s'il y a des espèces sensibles de biodiversité, faune ou flore. Et s'il y en a, eh bien, vous devez probablement… Enfin, moi, le conseil que je donnerais dans ce cas-là, et ce qu'on fait nous, c'est qu'on renonce au projet. Parce qu'il est très, très difficile aujourd'hui d'obtenir un permis de construire pour une centrale solaire sur des espaces qui ont des espèces protégées. Donc, l'étude d'impact, elle est obligatoire et elle permet de pouvoir décider si on poursuit le projet ou pas. Elle permet ensuite à la préfecture qui instruit le dossier de pouvoir nous donner des lignes directrices. Par exemple, ils peuvent dire « Nous ne vous donnerons pas le permis, vous devez retravailler le projet parce que vous n'avez pas assez évité l'impact sur telle zone, vous n'avez pas assez compensé l'impact sur telle autre zone. » Donc, il y a une démarche éviter, réduire, compenser qu'on applique systématiquement. Enfin, une fois la centrale mise en service, vous avez systématiquement, quasiment aujourd'hui, sauf des cas très particuliers, mais dans l'ensemble, dans la quasi-totalité des cas, vous avez ce qu'on appelle des mesures de suivi en en phase d'exploitation, qui implique qu'on s'engage en tant qu'exploitant à faire passer des bureaux d'études pour faire des relevés faune-flore à intervalles réguliers pour évaluer l'impact effectivement de la centrale sur la biodiversité, et ce qui est un engagement qui n'est pas pris à la légère, puisqu'il y a c'est des livrables qu'on doit fournir à la préfecture, et que si on n'honore pas cet engagement, les conséquences peuvent être très lourdes, allant jusqu'au démantèlement de l'installation. Cette même logique s'applique pour les projets industriels. Une usine comme Désir ou Carlin ou Tartas, on ne la fait pas sans avoir fait une étude de faune-flore complète et une étude d'impact, même si c'est un régime un peu différent. Il y a permis de construire et ICPE. Donc là, c'est des projets soumis à autorisation ICPE, donc c'est encore plus lourd à cause des enjeux industriels associés. Une centrale solaire, il n'y a pas d'autorisation ICPE, il y a juste le permis de construire, mais la partie biodiversité est inclue dans le permis de construire. Donc elle est absolument clé dans le processus de développement.
J'espère avoir répondu à votre question. Si vous pouvez peut-être élaborer ce que vous entendez par garantie pour les ressources sur les panneaux et les batteries. Je veux juste Oui. rajouter que le monde des prêteurs qui nous entourent est également extrêmement vigilant à tous les potentiels impacts négatifs. Donc, en plus de notre démarche volontaire, il y a une forte contrainte de la part de tous nos prêteurs pour s'assurer qu'on est parfaitement en phase et qu'on respecte toute la biodiversité sur laquelle nous implantons et nous développons nos projets. Merci pour vos réponses, c'est très clair. On a d'ailleurs Isabelle qui se demandait aussi si l'impact écologique de vos projets sur des zones agricoles ou des lacs n'est-il pas contre-productif? Les toitures et les parkings sont déjà inutilisables pour la biodiversité. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je soutiens totalement le fait de mettre des panneaux solaires sur des toitures ou des parkings. Simplement, nous, c'est une activité qu'on ne peut pas faire parce que l'électricité produite par des toitures solaires est beaucoup plus chère que l'électricité produite par des centrales solaires au sol. Donc, on oublie de décarboner un sidérurgiste ou un avion si c'est de l'électricité produite par des centrales en toiture ou en ombrière de parking. Elles ont leur propre utilité. Par exemple, dans des logiques d'autoconsommation, vous mettez des panneaux solaires sur votre toiture, vous autoconsommez. Là, ça a beaucoup de sens parce que même si c'est de l'électricité plus chère, vu que vous autoconsommez, vous n'avez pas à payer les coûts de réseau et les taxes. Et là, vous retrouvez une compétitivité. Mais nous ne pouvons pas faire ça puisque les besoins d'électricité sont tels qu'on ne pourrait pas imaginer que des panneaux solaires sur la toiture de l'usine soient suffisants pour produire les quantités d'hydrogène et de carburant dont on a besoin. Donc, on a besoin de centrales au sol et on le fait dans une démarche responsable d'essayer évidemment de minimiser l'impact. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous allons sur des terrains dégradés ou sur des terrains agricoles. Sur les terrains dégradés, c'est des terrains qui ont déjà fait l'objet d'une activité anthropisante, pour une ancienne carrière. Alors, il faut se méfier avec les anciennes carrières parce que si elle a été fermée depuis trop longtemps, souvent la biodiversité a repris ses droits. Et là, c'est impossible de faire une centrale solaire sur une ancienne carrière où la biodiversité est devenue y a trouvé un peu refuge. Donc, nous essayons de cibler les anciennes carrières qui sont en activité, de venir s'implanter la centrale solaire juste au moment où l'activité de la carrière s'arrête. Ainsi, la biodiversité ne reprend pas ses droits et on s'installe sur une zone qui est totalement dévastée, si vous voulez, par l'activité précédente. Sur les terrains agricoles, et bien souvent, justement, ce sont des terrains où il y a très très peu d'enjeux de biodiversité, du fait de l'activité agricole sur le site. Donc, nous, notre enjeu, là, ça va plutôt être d'essayer de venir démontrer que le projet solaire a une utilité pour l'activité agricole. Le volume de terrain agricole disponible en France, la surface agricole utile, c'est 27 millions d'hectares. Pour pouvoir répondre aux besoins de la stratégie nationale bas carbone française à l'horizon 2050, il faut peut-être 300 à 400 000 hectares de terrain recouverts par des panneaux solaires. Donc, vous voyez bien qu'on ne va pas remplacer l'activité agricole française par des panneaux solaires loin de là. Et le problème qu'on a est plutôt que tous les agriculteurs voudraient en faire et qu'il n'y aura qu'une toute petite proportion d'agriculteurs. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais pourquoi les agriculteurs veulent en faire? Ce n'est pas parce qu'ils veulent s'arrêter de travailler et avoir une retraite payée par des panneaux solaires. Je vous assure que ça ne permet pas de faire ça. Mais ils veulent en faire parce que leur activité est confrontée à des problématiques terribles. Si on prend les viticulteurs, par exemple, vous êtes peut-être au courant que dans le sud de la France aujourd'hui, les viticulteurs ne peuvent plus produire de vin dans un certain nombre d'endroits à cause des conséquences du changement climatique qui fait passer le taux d'alcool dans le vin au-delà des normes qui font qu'on peut vendre ça comme du vin. Donc, ils défrichent. Et c'est des terrains perdus. Sauf à ce qu'on puisse mettre des panneaux solaires par-dessus ces vignes pour piloter par un système de tracker l'ensoleillement reçu par les vignes afin de revenir au niveau, si vous voulez, d'exposition qui était antérieur aux conséquences actuelles du changement climatique. Nous, on a des projets comme ça, par exemple. Donc, ce qui nous motive là-dedans, c'est l'idée de pouvoir pérenniser des activités agricoles. Il n'y a pas d'impact biodiversité dans le fait de mettre des panneaux solaires au-dessus des vignes. Et par rapport aux lacs, on n'est jamais sur des lacs naturels. On fait le projet que je vous ai présenté tout à l'heure très brièvement à Gueugnon. C'est une ancienne gravière qui a été recouverte d'eau à l'issue de son activité et dans laquelle il y a
objectivement aucune autre activité possible à part de mettre des panneaux solaires flottants, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'activité de nautisme, de loisirs, etc. Il y a un peu de biodiversité qui a repris ses droits dans cette gravière, avec des poissons notamment, des choses comme ça, et on a dû démontrer que les panneaux solaires n'allaient pas affecter évidemment cette activité, cette biodiversité présente, et je peux vous dire que la préfecture a été très très attentive à ça. Très clair, justement, on avait aussi Bernard qui se demandait où se situait le lac avec les panneaux solaires sur la photo. Je crois à Guignon, en Saône-et-Loire, et cette centrale a fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans la presse. Donc, si vous tapez solaire Guignon, Saône-et-Loire, vous verrez tous les détails sur le projet. Très intéressant, merci. On a Dimitri qui se demandait aussi pendant la présentation si les projets de centrales photovoltaïques, alors du coup, vous n'utilisez pas les toitures, il se demandait si c'était possible autour des aéroports, par exemple, est-ce que ce serait envisageable d'en installer, notamment pour pouvoir à terme rapprocher la production de la consommation? Alors, autour des aéroports, il y a souvent du foncier non utilisé, donc on est très heureux de pouvoir y implanter des centrales solaires. On a un projet comme ça, non loin de l'aéroport de Saint-Exupéry. Donc oui, mais par contre, rapprocher la production de la consommation, j'imagine que vous faites référence au fait de rapprocher la production d'électricité de la consommation d'électricité qui serait sur le site de production du carburant de synthèse pour l'aviation. Et ça, c'est rendu difficile par le fait qu'on a une matière première dont on a besoin, qui est le fameux CO2 biogénique que j'évoquais, et qui, lui, se transporte difficilement. On aurait pu se dire, mettons les usines de carburant synthétique près des aéroports. On peut se dire, il y a des terrains à côté de Roissy, on met l'usine là, et puis comme ça, le carburant est directement sur place, et on met des panneaux solaires autour, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de CO2 biogénique. Il aurait fallu faire venir le CO2 biogénique d'une papeterie ou d'une sucrerie située à 300 ou 400 km de là, et ça, c'est très difficile. Il faut soit faire un grand tuyau de 400 km, soit mettre le CO2 dans des camions qui vont faire des allers-retours. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaitait absolument pas faire. Déjà, c'est beaucoup plus coûteux, et en plus, ça présente plein d'enjeux, bien sûr, en termes d'acceptabilité. Donc, nous, on est un peu contraints pour l'implantation de nos usines de carburant synthétique d'être près des papeteries ou des sucreries. Ensuite, le carburant produit se transporte très, très facilement vers les aéroports par des infrastructures existantes. Si je prends l'exemple de notre projet en Normandie, le projet Désir, il est littéralement situé sur un foncier qui est littéralement collé au pipeline existant, qui existe depuis les années 50, de transport d'hydrocarbures depuis Le Havre jusqu'aux aéroports de Paris. Et donc, on va utiliser ce pipeline pour transporter notre carburant synthétique. C'est parfaitement possible. Le pipeline transporte déjà différents types de produits, du diesel, de l'essence, du kérosène, etc. Et on peut venir mettre dedans du carburant synthétique qui va transiter jusqu'aux aéroports de Paris. Et donc, c'est très simple à faire. Ça réutilise les infrastructures existantes. C'est sans impact additionnel. Donc, on préfère faire ça plutôt que d'aller transporter du CO2 sur des longues distances. Très clair, il y a Bernard, il y a Dimitri aussi qui vous remercie pour vos réponses, pour vos précisions. Il y a Bernard qui a précisé tout à l'heure par rapport à la question des ressources, par rapport aux panneaux solaires. Oui, lithium est terre rare. C'est ça. Donc, dans des panneaux solaires, il n'y a pas de lithium ni de terre rare. C'est souvent une contre-vérité qui est exploitée par certains opposants renouvelables, mais dans le panneau solaire, il y a essentiellement du silicium et un peu de cuivre, quoi. Donc, le silicium n'est pas un matériau en tension. C'est le deuxième matériau le plus répandu dans la croûte terrestre. Après, il y a un sujet qui est que on n'a pas d'usine de raffinage de silicium et de transformation de silicium en France. Elles sont essentiellement en Asie, vous le savez, on ne va pas se mentir là-dessus. Ça, c'est pour les panneaux solaires. Pour les batteries, bien sûr, il y a aujourd'hui un enjeu de lithium et de terres rares. Les batteries, pour nous, c'est un moyen d'aider à l'intégration de notre modèle en facilitant l'adéquation entre la production et la consommation. Ce n'est pas quelque chose qui est critique pour nous. Si jamais demain, on nous coupe l'accès au lithium et aux terres rares, on peut très bien continuer notre activité sans avoir besoin de rajouter des batteries. Simplement, on sera un petit peu moins compétitif. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire, mais ce n'est pas du tout un élément déterminant. Alors que les panneaux solaires en sont un. Les panneaux solaires, ça, on en a besoin, mais les batteries, c'est un nice to have. Je ne suis pas un expert en batterie pour pouvoir répondre de manière précise à la question de savoir si les plans de développement des usines de batteries qu'on a en France, que ce soit pour la mobilité électrique ou pour la transition énergétique, ont bien sécurisé leurs accès
aux matières premières nécessaires. Je comprends que c'est quand même évidemment un enjeu, comme tout citoyen, je vois bien que c'est un enjeu dans le monde dans lequel on vit, mais nous, en tout cas, on ne le voit pas comme une menace pour notre modèle qui est optimisable grâce aux batteries, mais qui n'en dépend pas directement. Juste une petite précision sur le lithium. Le lithium, en fait, on est plutôt en situation de surcapacité parce que vous savez que donc, c'est la Chine qui produit, c'est la Chine qui raffine. Il y a un peu moins d'un ralentissement de la demande en Europe et globalement dans le monde. Et c'est pour ça que les prix du lithium aujourd'hui sont passés d'un pic de 80 000 $ la tonne à moins de 10 000 $ la tonne aujourd'hui. Donc, on n'est pas du tout en tension sur le lithium, que ce soit en volume ou en paire. Ce n'est pas du tout le sujet de ce webinaire, mais c'est intéressant parce qu'il se trouve qu'on connaît bien par ailleurs une entreprise cousine avec qui nous n'avons pas de lien autre le fait qu'on a certains actionnaires communs qui produit du lithium en France grâce à de la géothermie. Mais ce n'est pas du tout le sujet de ce webinaire, donc je ne reviens pas dessus. Mais il existe des solutions pour sécuriser l'accès à ces matières premières. Non, mais ça pousse à creuser ces sujets-là. Il y a beaucoup de curiosité autour de tous ces sujets. Donc, merci beaucoup d'y répondre. Merci déjà pour toutes vos réponses. On arrive à la fin du webinaire, donc je vois qu'il y a encore quelques questions. On peut en prendre On peut prendre une salve, peut-être, comme ça, on essaie d'être efficace, puis moi, je peux déborder un peu si besoin. D'accord, très bien. On peut déborder alors un petit peu si vous êtes disponible. On avait une question notamment de Léa, que j'essaye de retrouver, qui avait posé une question dans le chat. Ah oui, voilà, je l'affiche. Du coup, comment comptez-vous proposer des molécules à des prix compétitifs à vos clients face aux alternatives conventionnelles, par exemple le prix du carburant conventionnel pour les compagnies? Quel impact de la réglementation sur votre business model? Alors, très bonne question. Nous n'affirmons pas que le carburant synthétique est compétitif par rapport au carburant fossile. Il est plus cher. Mais il existe effectivement, depuis 2023, a été adopté un règlement européen contraignant qui impose à partir de 2030 aux compagnies aériennes d'acheter et d'incorporer dans leur réservoir de tous les vols au décollage des aéroports commerciaux de l'Union européenne du carburant synthétique. Alors, on commence doucement avec 1,2% de carburant synthétique dans les avions en 2030 pour aller jusqu'à 35% en 2050. Ça, c'est pour les carburants synthétiques. Après, vous avez les biocarburants où il y a le même type d'obligations qui sont déjà en vigueur depuis 2025, pour le coup, parce que la filière était un peu plus prête. Depuis 2025, il y a une obligation d'incorporation de biocarburants qui commence à 2% et qui arrivera aussi à 35% en 2050. Et donc, en 2050, il y aura 35 plus 35, 70% de carburant durable, qui est la somme des biocarburants et des carburants synthétiques, dans les avions. Évidemment, cette réglementation, elle est impactante. Si jamais elle venait à être abrogée, on aurait plus de difficultés à vendre le carburant. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Mais ce ne serait pas impossible non plus. J'en veux pour preuve, aux États-Unis, il n'y a pas cette réglementation. Et c'est pourtant là que les premières usines de carburant synthétique sont déjà sorties de terre. Et les gens, là-bas, ont pu trouver un moyen de trouver des clients intéressés pour en acheter. Effectivement, il y a l'aide de l'Inflation Reduction Act qui apporte une petite subvention sous forme de crédit d'impôt. Vous connaissez le système américain. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont imaginé des conventions tripartites entre le producteur de carburant synthétique, la compagnie aérienne, qui n'est pas prête à supporter un surcoût, puisqu'il n'y a pas d'obligation pour eux, et pas toute seule, et un troisième acteur qui est un grand corporate, qui lui veut se décarboner pour des raisons X ou Y. Et quand vous êtes une banque, par exemple, comme Citibank, eh bien, le seul moyen de vraiment avoir un impact sur votre décarbonation, c'est de réduire l'empreinte carbone des trajets en avion de vos collaborateurs. Je crois que Citigroup représente 10% des billets d'avion vendus par une compagnie comme American Airlines. Vous voyez que c'est quand même colossal, parce qu'ils prennent tout le temps l'avion aux US par rapport, c'est un peu l'équivalent de leur TGV ou de leur train pour nous. Et donc Citigroup a signé avec American Airlines et avec un producteur de carburant synthétique un accord tripartite où sans aucune subvention, c'est Citigroup qui paye le surcoût pour pouvoir expliquer que les collaborateurs qui voyagent sur les avions utilisent du carburant décarboné. Et ça a permis à la compagnie aérienne de payer le surcoût aux producteurs de carburant synthétique. Si la réglementation européenne venait à être abrogée, nous devrions nous contenter de ce type de schéma ou d'autres, on peut imaginer plein de choses, pour trouver une viabilité pour le carburant. Mais c'est de l'ordre du possible puisque les États-Unis ont prouvé que ça fonctionnait. Je pense avoir répondu. Merci beaucoup. On a d'autres questions de Dimitri. Encore, allez, on en prend une dernière peut-être. Dimitri posait beaucoup de questions, très intéressé par le sujet. Donc, le développement des batteries sodium offre-t-il de nouvelles opportunités pour les PV?
Il y a plein de développements technologiques dans les batteries, sodium, lithium métal polymère, nickel phosphate, j'en sais rien. Enfin, il y en a honnêtement beaucoup. Je suis loin d'être un expert, mais tout ce que je peux te dire, c'est que tous ces développements qui permettent de diversifier les matières premières dont on a besoin pour faire des batteries, peut-être aussi d'améliorer le rendement de ces batteries ou de leur profondeur de décharge, etc. Honnêtement, on voit ça comme quelque chose de très positif, donc certainement une source d'opportunité pour réduire l'intermittence des renouvelables, faciliter l'adéquation entre la production et les besoins, rendre aussi des services systèmes au réseau, puisque les batteries aident à maintenir la fréquence à 50 Hz. La présence de batteries pourra demain contribuer à éviter des problématiques comme celles qu'on a pu rencontrer, notamment avec ce blackout en Espagne, où il y a eu une difficulté. Alors là, c'était plus sur un problème de réglage de tension, mais les batteries peuvent aider au réglage de fréquence et de tension. Elles jouent un rôle là-dedans, donc tout ce qui peut permettre d'améliorer leur développement, réduire leur empreinte environnementale, améliorer leur performance, tout ça, on l'accueille très positivement. Très clair. Bon, allez, juste une dernière, c'est celle de Christina qui demandait, à part les papeteries et sucreries, est-ce qu'il y aurait d'autres sources de CO2 potentielles? Oui, alors il y a la capture directe dans l'air, mais qui coûte très cher et qu'on a pour l'instant exclu. Mais je ne veux pas dire que peut-être dans 10 ans, ce ne sera pas possible. C'est quelque chose qu'il faut suivre. Il y a les chaudières biomasse. Donc, les chaudières biomasse, elles ont un rôle pour différents usages industriels ou pour le chauffage urbain. Il y a les méthaniseurs. Alors, certaines bioraffineries, oui, peuvent produire du CO2 biogénique. Donc oui, en fait, le CO2 biogénique, il y en a plein. Nous, on a ciblé les sucreries et les papeteries parce que c'était le premier dans le merit order, si vous voulez, en termes de coût de capture. Et aussi, il y a un problème de saisonnalité, c'est-à-dire que les chaudières biomasse qui alimentent les réseaux de chaleur urbains présentent une saisonnalité qui n'est pas forcément hyper favorable pour notre activité. De même, les méthaniseurs aussi présentent dans une certaine mesure une forme de saisonnalité. Puis par ailleurs, on a besoin d'une grande quantité. On a besoin de 350 000 tonnes de CO2 biogénique par an pour faire tourner une usine comme celle qu'on développe. Un méthaniseur, souvent, ça va être un ordre de grandeur entre 5 000 et 20 000 tonnes de CO2 biogénique par an. Donc, si on voulait utiliser des méthaniseurs, il faudrait en agréger plusieurs, ce qui a tendance à augmenter les coûts. Donc, on commence par les papeteries et les sucreries. Et puis, pour le développement de la filière carburant de synthèse, peut-être que dans un second rang viendront d'autres sources de CO2 biogénique potentielles. Merci beaucoup Antoine et Mathieu pour vos réponses. On a une nouvelle question qui vient d'être posée, je pense qu'elle est importante, peut-être que ça peut être aussi le mot de la fin. Une question de Thomas qui dit du coup, nous évoquons l'activité production de molécules qui va mobiliser beaucoup d'argent en développement et en construction. Donc le chiffre d'affaires de Verso va se développer, mais reste encore assez faible pendant quelques années comparé aux 70 salariés actuels. Pouvez-vous rappeler à quoi sont destinés les 2,5 millions de la collecte? Donc je rappelle que c'est une collecte de 5 millions d'euros qui est mise sur l'ITA en 2 tranches de 2,5 millions. Peut-être que je vous laisse répondre sur les autres parties, messieurs. Cette collecte, elle va nous permettre d'accélérer le développement de notre pipe de projets renouvelables. Clairement, vous avez raison de dire que l'OCA visuellement n'est pas important. Maintenant, c'est sectoriellement, dans tous les pure players de la production d'électricité renouvelable, vous voyez que les chiffres d'affaires ne sont pas importants en valeur absolue. En revanche, les marges et les EBITDA le sont, puisque de façon normative, on va générer des EBITDA qui vont être entre 65 et 80% du chiffre d'affaires. Donc, je pense que le chiffre d'affaires n'est pas forcément le meilleur élément chiffré à regarder. Et donc, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on a besoin de développer notre pipe de projet. On a sécurisé du foncier, on a sécurisé donc, des projets, des permis. Ça coûte cher. Les banques nous financent, les banques nous suivent, les actionnaires nous suivent, mais pour autant, la société doit également participer à ce financement. Et on sait que les parts en equity qui sont nécessaires pour développer les projets sont de l'ordre d'à peu près 20%. Donc, ces 20%, il faut, les générer et 2, les financer. Donc, aujourd'hui, on pense que associer le prêt participatif à nos diverses sources de financement est une bonne façon de faire les choses et de le faire de façon totalement transparente et permettre à tout le monde de pouvoir justement participer à cet élan de verdissement de l'électricité auquel on est très attaché.
Oui, et puis vous êtes aussi, vous avez également accès, hein, au dossier d'analyse l'ITA et l'ensemble des documents qui ont été mis, sur la page de la levée de fonds, sur l'ITA. Donc n'hésitez pas à aller voir le détail. Il y a aussi, heu, l'analyse, financière qui est détaillée. On voit quand même que le développement des activités d'hydrogène et de e-carburants, vont vraiment permettre aussi une forte accélération du chiffre d'affaires de Verso à horizon, 2030, donc pour même dépasser les 300 millions d'euros, il me semble, de chiffre d'affaires à cet horizon-là. Donc voilà, c'est ce qui est mis dans le dossier d'analyse, donc n'hésitez pas à le consulter si vous, voulez vraiment creuser, aussi cette partie-là. C'est dans l'onglet documents de la page de la levée de fonds de Verso Énergie, que j'ai partagé également dans le chat. J'insiste sur le fait qu'encore une fois, on ne fait pas une course au chiffre d'affaires, on fait une course au développement rentable. Hein. Faire du chiffre d'affaires, c'est assez facile. Le faire de façon rentable, pilotée et maîtrisée en est une autre, et c'est vraiment ça notre objectif. Oui, et puis aussi, peut-être en guise de mot de la fin, de bien dire qu'au-delà de l'intérêt du modèle intégré, il y a un intérêt stratégique à avoir, quand on est producteur d'électricité, sa propre consommation. On est dans un monde où il y a aujourd'hui, vous voyez, de l'électricité, il y en a en forme un peu de surcapacité en France. Donc, il y a des questions dans la PPE, si vous suivez un peu le secteur, vous voyez que la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle n'est pas encore publiée. Donc, il y a des questions sur les mécanismes de soutien qui, jusqu'à présent, créaient de la demande pour l'électricité renouvelable. Toutes ces questions-là, nous, on a une arme secrète qui est qu'on va consommer nous-mêmes de l'électricité, donc pour créer un débouché pour nos centrales renouvelables. Et ça, c'est un facteur de résilience par rapport au risque réglementaire d'un abandon ou d'un rétrécissement des mécanismes de soutien qui, depuis 20 ans, accompagnent le développement des renouvelables en France. Et si vous regardez un peu le secteur, je pense que d'autres acteurs suivent un peu la même trajectoire. Alors, certains se rapprochent des data centers, qui sont aussi fortement consommateurs d'électricité. D'autres se rapprochent de la consommation sur les bâtiments en faisant de l'autoconsommation. Nous, on s'est couplé avec de la production d'hydrogène, mais c'est toujours un peu la même idée et c'est ça pour nous l'avenir du développement des renouvelables, et notamment en Europe. Évidemment, dans les pays en voie de développement, il y a des besoins d'électricité qui peuvent susciter encore des besoins de production renouvelable pure player. Mais nous, on pense qu'en Europe, vraiment l'avenir est dans ces modèles intégrés et on croit beaucoup dans cet avantage compétitif que ça va nous donner, y compris en tant que producteur renouvelable. Oui, je pense que les questions aussi de Thomas, sont aussi autour de la capacité, de Verso Énergie à payer les intérêts, à rembourser la dette à horizon 4 ans. Donc, justement, il posait une nouvelle question et je pense que ce sera vraiment la dernière pour cette fois. Heu, voilà, qui disait que les développeurs de projets d'hydrogène, vert passent une vallée de la mort depuis 2024 et le secteur est à la peine avec des entreprises en danger du fait d'une arrivée de revenus trop tardifs par rapport au cash burn. Donc comment voyez-vous ce risque? C'est tout à fait juste. Je vais juste prendre le début de la réponse. Alors, effectivement, c'est tout à fait juste. Simplement, on rappelle que Verso, en fait, a développé son activité de vente d'hydrogène verte dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a d'abord été parler à des clients, parce qu'on vient d'un monde où on sait parler à des clients. On n'est pas encore une fois des purs players du développement d'actifs renouvelables. On a écouté son besoin, on s'est mis d'accord sur un prix, on a sécurisé un contrat d'achat, et à partir de là, on s'est mis en ordre de bataille pour construire un site industriel qui pouvait remplir tout ce qui est des charges. Il n'empêche, et c'est vrai, ce qui est dit dans l'introduction de la question, l'hydrogène a défrayé la chronique. Je pense que tout le monde est parti plein de balles sur l'hydrogène. Maintenant, les acteurs n'ont peut-être pas fait dans le bon sens, ou en tout cas pas dans un sens que nous, on aurait pris. Et j'insiste donc sur j'insiste sur le fait qu'on n'a pas du tout cette approche du développement de notre fourniture d'hydrogène vert. Et je ne peux qu'abonder dans ce que vient de dire Mathieu. Premièrement, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a eu des vraies défaillances sur des acteurs qui faisaient de l'hydrogène pour la mobilité, parce que tout simplement, la demande n'est pas là. Vous pouvez difficilement aujourd'hui acheter des véhicules hydrogène, et je ne parle même pas de trouver des bornes de recharge de véhicules hydrogène sur la route. Donc, quelqu'un qui a misé sur l'hydrogène pour la mobilité et qui aurait investi dans des projets pour développer des bornes de recharge de véhicules hydrogène, de stations de production d'hydrogène dédiées à la mobilité, aujourd'hui n'aurait pas de clients. Donc, il arrive effectivement dans cette difficulté. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est assez inhérent à tout secteur qui représente un peu un effet de boom. On l'a connu aussi dans la bulle Internet, hein, c'est qu'il y a un effet d'emballement où tout le monde dit l'hydrogène, c'est génial, ça va sauver le monde. Et puis en fait, après, il y a le retour à la réalité des choses, qui est que l'hydrogène, ça a une vraie utilité dans certains types d'usages et ça n'a pas d'utilité dans d'autres.
Donc, ce qu'il faut, c'est miser sur les acteurs qui ont ciblé les bons usages. Les bons usages, à notre sens, c'est la sidérurgie, les raffineries, la production de carburant de synthèse. J'en vois honnêtement pas beaucoup d'autres. Et donc, ensuite, il y a la question de savoir dans quel ordre on fait les choses. Est-ce qu'on trouve un foncier, on met un électrolyseur et ensuite on attend de trouver un client? Ça, clairement, ça ne marche pas. C'est ce qu'évoquait Mathieu à l'instant. Nous, on a vraiment eu la démarche inverse de signer avec un client et maintenant, le projet, il va pouvoir se construire et il suscite un fort appétit de beaucoup d'acteurs qui souhaitent investir dedans ou le financer en tant que banque parce que c'est un projet qui est sécurisé avec un contrat ferme sur 10 ans comme un contrat d'off-take d'une centrale solaire avec les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, sauf que la contrepartie est un sidérurgiste et n'est pas EDF, mais c'est un sidérurgiste très gros, très solide et qui est lui-même soutenu par l'État allemand. Donc on est dans un projet qui objectivement coche beaucoup de cases en termes de bancabilité et de viabilité, qui n'est pas vraiment comparable à tout ce qui a pu constituer l'essor de la filière hydrogène depuis 4-5 ans, qui était quand même assez tourné vers la mobilité. Et c'est ça qui intéressait les journalistes. Ils parlaient des bus à hydrogène, des bennes à ordures ménagères hydrogène, des taxis à hydrogène. Ça, c'est vrai que ça ne va pas fort, hein, je ne vous le cache pas. Et bien sûr, c'est dommage pour tous les gens qui ont cru qu'on allait remplacer le pétrole en 10 ans grâce à l'hydrogène. On n'en est pas encore là, malheureusement. Et nous, on ne veut pas mentir aux gens. On va essayer déjà de s'attaquer à la sidérurgie et aux avions. Et ça prendra peut-être 30 ans plutôt que 10 ans. Hein. Mais c'est une trajectoire qu'il faut qu'on amorce parce que les autres grands pays du monde, les États-Unis, la Chine, l'Inde, mettent le paquet là-dessus et ne vont pas nous attendre. Et encore une fois, on serait ravis que des projets concurrents aussi sortent de terre, soient financés et servent à la décarbonation. Hein. On ne revendique pas du tout le monopole de la solution parfaite. Hein. Merci encore pour toutes ces réponses. C'est très intéressant. On a dépassé un petit peu le temps, mais ça valait le coup. En tout cas, il y a tous les participants, en tout cas ceux qui ont posé beaucoup de questions, vous remercie pour le temps aussi complémentaire. Et il vous souhaite une bonne collecte. Peut-être que Dimitri a déjà investi. Donc, je rappelle qu'on a plus d'1 million d'euros déjà collectés pour Verso Énergie. Donc voilà, dans les prochaines semaines, la collecte passera le cap des 2,5 millions et une seconde tranche de 2,5 millions aura lieu dans les prochains mois pour boucler la levée globale de 5 millions d'euros via l'ITA. Merci à tous pour votre participation et on se retrouve très bientôt sur l'ITA. N'hésitez pas à contacter nos équipes via le chat si vous avez le moindre problème sur la plateforme ou la moindre question. Si vous voulez approfondir, on est là aussi pour ça. Et merci Antoine pour ces échanges et ravi d'avoir pu répondre à une partie des questions. Et on espère avoir bien répondu. On espère avoir répondu, bien sûr, et ravi d'avoir eu cet échange avec vous tous. Merci beaucoup. À très bientôt et bon appétit. Merci beaucoup.